Bonjour à tous. Bienvenue chez Repam. On va attendre quelques minutes, toutes petites minutes, puisque notre objectif c'est de commencer à l'heure, mais on attend que disons, la quasi-totalité des participants qui soient connectés pour que tout le monde puisse, que tout le monde puisse prendre cette formation au début. Je vois que tout le monde se connecte au fil de l'eau. C'est super. Je vois que vous découvrez, vous devez déjà connaître d'ailleurs les fonctions de discussion. Bonjour. Et ravie de vous retrouver. Donc oui, effectivement, c'est un petit groupe exclusivement féminin chez Repam, comme vous l'aurez remarqué. On n'est pas féministe et sexiste pour autant, hein, mais voilà, le hasard a fait les choses comme ça. Bien, bon, il est 16 heures passées. Je vous propose qu'on démarre ensemble ce moment de rencontre qu'on a prévu cet après-midi. Déjà pour vous dire qu'on est très heureux d'être là, même si on ne vous voit pas. Mais ça fait du bien de pouvoir établir le contact, même virtuellement, en ces temps pas toujours simples. On est très content de l'accueil chaleureux qui a été réservé à notre proposition de cycle de formation prévoyance qui semble répondre à vos attentes si on s'en fie au taux de participation. C'est pour ça qu'on a organisé deux sessions pour ce premier module. Donc, on est dans le cadre d'un cycle composé de 4 modules de formation, 2 sur les fondamentaux de la prévoyance et 2 sur la prévoyance TNS et 2 sur des approfondissements. On se retrouve aujourd'hui pour le module 1 qui est consacré aux fondamentaux de la protection sociale du travailleur non salarié. Donc, on est là, on a prévu de ne pas vous prendre plus d'une heure et je vais vous présenter l'équipe qui est là aujourd'hui, à commencer par Coraline Ezzadjari, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est responsable du service prévoyance. Donc, pour ceux qui travaillent avec Repam en prévoyance, ils ont forcément eu affaire, je pense, à Coraline. À ma droite, Carole Deloulme, qui est directrice juridique de la conformité et directrice administrative de Repam. Et sur l'aile à ma droite, vous retrouvez Sarah Mondelli, qui est chef de projet communication et marketing, Émilie Dupéret, qui est juriste, qui travaille avec Carole. Merci pour les commentaires. Et donc, je suis moi-même Laurence Vichot, directrice marketing et communication de Repam. Donc, on va animer tous ensemble cette formation. Quelques points pratiques avant de démarrer. Pour vous dire que vous avez une fonction que certains d'entre vous ont déjà découverte qui s'appelle Q&R pour questions et réponses. Comme il ne vous est pas possible de prendre la parole, malheureusement, donc on vous invite à utiliser cette fonction-là pour poser vos questions et pour pouvoir interagir au fil de la séquence, sachant qu'on a prévu, nous, 3 temps de questions et réponses pour permettre justement de balayer ensemble et d'essayer de créer un minimum d'interactivité.
Si jamais vous avez des problèmes de son, des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des messages. Et Sarah, en fait, est là pour vous apporter, si elle peut vous apporter assistance, mais en tout cas, elle va suivre vraiment au fil de l'eau les questions que vous pouvez poser. Vous aurez bien sûr une attestation de formation. Et donc, je vais vous présenter le programme, sachant qu'on termine en fait par un petit quiz qui est à la fois une partie ludique et qui permettra de savoir si d'une part on vous a intéressé, si vous avez écouté, si c'était clair, euh, et, si, et si vous méritez ou non votre attestation de formation, puisque donc, on a décidé d'une nouvelle règle, c'est qu'il faudra 80% de bonnes réponses pour avoir cette attestation de formation. Voilà. Non, parce qu'on a une session ce matin et puis en fait, les gens étaient un peu dissipés, n'écoutaient pas. Donc, c'est dit finalement, c'est le moyen de tenir l'attention. Bon, c'était une blague. J'espère qu'on partage le même humour. Mais voilà, donc vous aurez bien sûr une attestation DDA. Le petit quiz qu'on vous propose à la fin sera totalement anonyme. Et vraiment, voilà, juste l'objectif pour vous de tester vos connaissances et votre compréhension. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Je vais donc partager mon écran qui devrait s'afficher maintenant sur votre écran. Programme. Donc, on vous propose une partie introductive, d'une part sur la prévoyance, on va dire sur la définition de la prévoyance, et d'autre part sur le statut de travailleur non salarié. On a un cycle de formation consacré aux travailleurs non salariés, donc il nous paraît important de faire 2-3 rappels de poser le cadre du statut de travailleur non salarié. On a prévu ici une séance de questions-réponses. Puis, là, Coraline va beaucoup parler pendant cette formation en tant que spécialiste prévoyance. Donc, elle va vous présenter les particularités du système de protection sociale des indépendants avec ses nombreux régimes obligatoires. Et on zoomera plus particulièrement sur le fonctionnement de deux régimes qui sont deux principaux régimes, à savoir la sécurité sociale et la CIPAV. Là, on ira plus dans le détail, notamment le détail des prestations qui sont prévues. Et Carole terminera pour vous parler de la réforme qui est à venir dans les prochains mois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à intervenir par écrit, vous l'avez compris. Et je vous propose qu'on démarre avec Carole sur la partie introductive sur la prévoyance. Alors, la prévoyance a été définie de façon précise dans le droit français et plus particulièrement dans la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, dont on parle régulièrement dans le cadre de la prévoyance. Donc, cette loi qualifie la prévoyance par toute opération ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage. Donc, cette définition permet de donner un cadre, un périmètre à la prévoyance. Et pour se protéger donc de l'ensemble de ces risques, il existe bien évidemment des contrats de prévoyance qui permettent de se prémunir et de se couvrir, en tout cas, par rapport aux conséquences financières que pourrait avoir un arrêt de travail. Donc, l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle. La prévoyance peut être classée en deux grandes catégories, deux grandes familles, la prévoyance collective et la prévoyance individuelle. Donc, dans le cadre de la prévoyance collective, un contrat de prévoyance collective peut être mis en place donc, dans une entreprise pour les salariés, un ensemble de salariés, ou elle peut être aussi mise en place par une branche professionnelle. Et là, pour le coup, elle s'adresse à une catégorie de salariés. Les prestations de ce contrat de prévoyance collective, les prestations viennent en complément des prestations de la sécurité sociale. Cette prévoyance collective, donc mise en place dans le cadre d'une entreprise, peut être obligatoire
Et dans ce cas, les cotisations sont réparties entre l'entreprise et le salarié. Mais cette prévoyance collective mise en place, ce contrat de prévoyance collective mis en place dans l'entreprise peut aussi être facultatif, c'est-à-dire l'employeur peut laisser le choix au salarié d'adhérer ou non au contrat. Mais dans cette deuxième, dans le cadre d'une prévoyance collective facultative, enfin pas dans le cadre, c'est rare aujourd'hui. Pour des raisons fiscales et sociales, l'employeur rend presque quasiment le contrat collectif obligatoire. La prévoyance collective, on peut aussi dire qu'elle concerne l'ensemble du personnel ou une catégorie de personnel, de salariés de l'entreprise, sans discrimination d'âge, de rémunération, d'état de santé. Pour certains cas, à la marge par rapport à des salaires très élevés ou en dessous de 5 salariés, il peut y avoir quand même, la plupart du temps, des formalités médicales. Mais globalement, la prévoyance collective n'est pas personnalisable, en fait. Elle n'est pas individualisable, elle est collective et pour un ensemble du groupe. Donc, s'il y a une surprime, par exemple, cette surprime va être appliquée, elle sera répercutée sur la cotisation de l'ensemble des salariés. Et donc, à l'inverse, on a la prévoyance individuelle qui, elle, peut être plus personnalisable puisqu'elle va être tarifée et souscrite par rapport à des critères personnels du travailleur non salarié. Donc, cette prévoyance individuelle, elle peut être souscrite en complément d'une prévoyance collective ou en l'absence de prévoyance collective, donc souscrite par un salarié ou un travailleur non salarié. Donc, ce contrat, donc, comme je disais, peut être à l'avantage d'être personnalisable puisqu'il s'intéresse au profil spécifique du souscripteur. C'est-à-dire que le taux de cotisation, entre autres, est calculé à partir de critères de chaque souscripteur, donc l'âge, le sexe, l'activité professionnelle, et puis des garanties qu'il va prendre, certaines obligatoires et d'autres qui sont optionnelles. Donc, c'est là les deux grandes classes de prévoyance qu'on peut répartir sous ces deux schémas. Merci Carole. Passons maintenant dans le cadre du statut de TNS. Quand on parle de TNS, de travailleurs non salariés ou de travailleurs indépendants, en fait, de quoi parle-t-on? Quelques chiffres pour démarrer qui sont issus de l'INSEE, qui datent de 2020. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 3,6 millions de travailleurs indépendants en France. Donc, c'est un chiffre qui a cru pas mal ces dernières années, enfin depuis une bonne dizaine d'années, et notamment avec le développement du statut de micro-entrepreneur. L'âge moyen du TNS, c'est 46 ans. Et comment les TNS se répartissent dans les différentes catégories? Les artisans et les professions libérales représentent toutes deux 27% des TNS. Arrivent ensuite les commerçants, qui est presque un quart des TNS, les agriculteurs et en dernière position, les chefs d'entreprise. Il faut savoir qu'on estime à un TNS sur deux non couvert par un contrat de prévoyance complémentaire. C'est vrai que c'est encore un marché fort potentiel d'équipement. Quelle différence entre un salarié et un indépendant? Deux grands principes déjà à avoir en tête, c'est que personne ne choisit son statut. On est soit salarié, soit indépendant, mais ce n'est pas un choix. Et que ça dépend de la forme dans laquelle on exerce son activité, et qu'aucune activité professionnelle existe sans statut. Donc, on a deux statuts, le statut salarié, salarié du secteur public ou du secteur privé, ou un statut d'indépendant, travailleur non salarié, dans lequel on peut être artisan, industriel, commerçant, profession libérale, exploitant agricole. Et quelle est l'importance de ce statut? C'est que le statut détermine notamment le régime obligatoire de rattachement et le régime fiscal auquel la personne est soumise pour déclarer ses revenus. Un focus sur la notion de chef d'entreprise. On a vu qu'il représentait 9%, je crois, des TNS, les chefs d'entreprise, mais tous les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le statut de TNS. Donc, dans quel cas un chef d'entreprise a-t-il le statut de TNS? Essayer de dresser un panorama le plus simple possible des principaux cas de figure qu'on peut retrouver, à savoir que ce n'est pas exhaustif,
Ce n'est pas le cœur de notre expertise non plus. Donc, on va essayer de rendre simple les choses, mais il y aura peut-être des questions un peu pointues auxquelles on ne sera pas forcément en mesure de répondre. Mais en tout cas, pour bien poser le schéma, voici les principales questions à se poser par rapport au chef d'entreprise. Les premières questions à se poser, c'est dans quelle structure le chef d'entreprise exerce son activité. Si c'est dans le cas d'une entreprise individuelle, alors il sera forcément travaillant non salarié à partir du moment où l'entreprise individuelle n'a pas le statut de personne morale, mais une personne physique. Donc, il a forcément le statut de TNS. S'il exerce dans une société personne morale, on va s'attacher à la forme juridique de la société. Pour ce qui est de la SARL, on va s'attacher à la part des parts détenues par le gérant. Si le gérant détient plus de 50% des parts, il a forcément la qualité de statut de TNS. S'il détient moins de 50% des parts, alors on va aller regarder en fait si son conjoint ou ses enfants détiennent également des parts. Si les enfants conjoints ne détiennent pas de parts, dans ce cas-là, il a bien moins 50% des parts, il est gérant minoritaire et il est assimilé salarié. Si conjoint enfants détiennent des parts, mais que le total de ces parts est inférieur à 50%, là encore, inférieur ou égal à 5%, là encore, le gérant sera minoritaire ou égalitaire et donc assimilé salarié. Et vous l'aurez compris, troisième cas de figure, l'ensemble des parts dépasse 50% et à ce moment-là, le gérant a la qualité de gérant majoritaire et donc travailleur non salarié. On parle de gérant ou co-gérant. Voilà pour la SARL. Dans le cas d'une SA, d'une SAS ou d'une SASU, à ce moment-là, pas vraiment de questions à se poser. C'est simple, le chef d'entreprise est systématiquement assimilé salarié. Et enfin, troisième cas de figure, le cas d'une société en nom collectif. La question à se poser ici, c'est de savoir si le gérant est associé ou non. Donc, s'il n'est pas associé, il sera assimilé salarié. S'il est associé, il sera assimilé TNS. Voilà, petit point sur la notion d'assimilé salarié. C'est une notion qui vaut pour la sécurité sociale uniquement. L'assimilé salarié bénéficie des prestations de la sécurité sociale, sauf la garantie chômage. C'est pour ça qu'il existe des couvertures spécifiques pour couvrir le risque de chômage du dirigeant, perte d'emploi, chômage du dirigeant. Donc, il bénéficie des mêmes prestations sociales. En revanche, le Code du travail et la convention collective ne lui sont pas applicables. C'est ce qui le différencie d'un salarié. Voilà. Coraline va faire un focus sur le cas des dirigeants de SAS ou de SA. Et ensuite, on aura une séance de questions-réponses. Donc, effectivement, comme vous le disait Laurence, en fait, les dirigeants de SAS, donc Société par Action Simplifiée, ou de SA, les sociétés anonymes, sont des mandataires sociaux, c'est-à-dire que ce sont des personnes physiques qui représentent la société dans tous les actes de gestion de celle-ci. Et à ce titre, ils bénéficient du statut d'assimilé salarié. Le mandat social se distingue du contrat de travail, puisqu'il n'y a pas de lien de subordination entre le dirigeant et la société. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un contrat de travail, le droit du travail ne s'applique pas et par conséquent, il n'y a pas de rémunération minimum obligatoire dans le cadre de ces fonctions-là. Toutefois, le dirigeant de SAS ou de SA peut, en parallèle de son mandat, cumuler un contrat de travail établi avec la société et ce sera souvent le cas pour des tâches plutôt techniques. Donc, effectivement, selon la manière dont se rémunère le mandataire, il va avoir une protection sociale qui va être variable. Donc, le premier cas qu'on peut rencontrer, c'est le mandataire social qui décide de ne pas se rémunérer. Effectivement, je vous l'ai dit, il n'y a pas de salaire minimum obligatoire puisque le droit du travail ne s'applique pas. Par conséquent, il peut être prévu que le mandataire ne perçoive pas de rémunération en contrepartie de ses fonctions. C'est souvent le cas au début de la création d'une activité. Les actionnaires n'ont pas forcément les fonds disponibles pour se rémunérer et peuvent décider de ne pas se rémunérer.
Ou alors, ils peuvent décider de se rémunérer uniquement en dividendes. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale sur les dividendes, mais la conséquence, c'est que qui ne dit pas de dividendes, qui ne dit pas de rémunération ou des dividendes qui ne sont pas soumis à cotisation sociale, du coup, en contrepartie, il n'y a aucune couverture sociale et le mandataire ne sera pas couvert. D'où l'intérêt ici de prévoir une prévoyance individuelle. Et j'en profite pour vous dire que le contrat prévoyance REPAM pour effectivement les mandataires sociaux. Deuxième cas de figure, le président de SAS ou de PSA est rémunéré pour ses fonctions de président sous forme de salaire. Dans ce cadre-là, il va être assimilé salarié et il bénéficiera des mêmes prestations que les salariés vis-à-vis de la sécurité sociale. Il aura la même protection sociale, sauf pour le chômage. Et à savoir que dans ce cadre-là, le président de SAS peut bénéficier du contrat de prévoyance collective s'il y a un contrat de prévoyance collective cadre qui a été mis en place pour les salariés. Toutefois, il faudra l'accord du conseil d'administration. Et le dernier cas, c'est le cas où le président de SAS ou de SA cumule son mandat social avec un contrat de travail. Donc, il y a des conditions. Il faut que les fonctions soient distinctes de celles du mandat social. Il faut percevoir également une rémunération propre, distincte, avec des fiches de paye propres au contrat de travail. Et bien évidemment, il faut être dans un lien de subordination vis-à-vis de l'employé. Et dans ce cadre-là, le mandataire sera affilié à la sécurité sociale en tant que salarié et il aura une protection sociale identique. Merci Coraline. On va un peu vite, hein. Désolée, c'est vrai que le rythme va être forcément cadencé, un tout petit peu soutenu parce qu'on va faire en sorte de vraiment faire tout ça en 1 heure. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis là, on va faire un petit temps d'arrêt justement pour répondre à vos éventuelles questions que nous allons balayer. Donc, je balaye je pense que vous avez tous accès en fait aux questions qui sont posées dans le menu questions et réponses. Y a-t-il une incidence en cas de mariage avec séparation? Alors, je lis, on découvre en même temps, donc évidemment, c'est les jeux du direct, je vous le dirai. Mais en fait, alors, il y a certaines questions, vous avez sûrement votre idée derrière la tête, mais nous, on ne comprend pas toujours à quoi vous faites référence. En cas de mariage avec séparation. Je pense qu'il fait référence pour le nombre de parts à prendre en compte pour le gérant de SARL. Ah, probablement. Effectivement, alors du coup, ça répond un peu à la deuxième question pour la définition du conjoint. Effectivement, sont prises en compte les parts du conjoint marié ou partenaire de PACS. Après, très honnêtement, je ne saurais pas vous dire la nuance sur le mariage si c'est en séparation. Est-ce qu'on prend en compte les parts du conjoint? Je ne saurais pas vous faire cette distinction. Après, c'est vrai qu'il y a des questions qui relèvent de vraie expertise en droit des sociétés. On n'a pas forcément, on va être honnête. On maîtrise les fondamentaux nous sont nécessaires dans le cadre de notre activité, mais on n'est pas forcément les plus pointus. Pour la détermination des parts et donc du statut social, il faut prendre en compte les enfants mineurs. Oui, effectivement. Je confirme que c'est bien les parts des enfants mineurs qu'il faut prendre en compte. Oui. REPAM ne propose pas encore de prévoyance collective, mais ça fait partie de nos projets. On a parlé pour essayer de dissocier bien les deux domaines, mais oui. En fait, c'est une formation qui se veut vraiment généraliste, qui n'est pas centrée sur notre offre à nous. Nous proposons aujourd'hui de la prévoyance TNS uniquement et de l'obsèque, même si on n'a pas exactement de la prévoyance, mais pas encore de prévoyance collective. Il y a une question, sur le cumul, effectivement, le cumul entre l'emploi TNS et salarié. Effectivement, on peut souscrire un contrat de prévoyance TNS dès lors que l'assuré est aussi salarié. En fait, les contrats, pour la partie salariat, en fait, il sera couvert par le contrat éventuellement collectif. Et pour sa partie indépendant, il pourra souscrire un contrat de prévoyance TNS. Ce n'est pas incompatible, mais le contrat de prévoyance ne couvrira que les revenus perçus en titre d'indépendant. Oui, ils seront bien positionnés sur leur périmètre, mais le cumul est possible. Oui. Là, c'est plus une remarque, une question. Je pense même en cas de séparation de biens, le statut de gérant majoritaire ou minoritaire est apprécié en additionnant
des parts détenues par les conjoints. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. Là, question sur la couverture des dividendes, dans la mesure où ils sont calculés souvent l'année suivante de façon assez aléatoire. Comment fait-on pour les couvrir, pour les garantir, pour définir le bon montant à couvrir? J'imagine. Là, ça va dépendre effectivement des contrats. Alors, on va revenir sur la question des contrats forfaitaires ou indemnitaires, parce qu'effectivement, sur un contrat forfaitaire, il n'y aura pas de contrôle de revenus. Donc, les dividendes pourront être garantis à hauteur à hauteur de ce que perçoit l'assuré. Dans tous les cas, c'est souvent sur les contrats qui couvrent des dividendes, les montants des dividendes sont quand même plafonnés et des plafonds ne sont pas très élevés. Je pense à notre contrat, on est quand même sur 1,4 passes, ce qui est quand même suffisant. Mais effectivement, on est forfaitaire jusqu'à 1,3 passes. Donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de contrôle de revenus et on ne sollicitera pas d'avis d'imposition. Ok. Oui, une précision sur la question sur l'incidence en cas de mariage avec séparation. J'imagine séparation de biens. Est-ce que ça a justement un impact sur le calcul du nombre de parts pour l'évaluation du statut de gérant minoritaire ou de gérant majoritaire? Donc, on prend en compte l'ensemble des parts qui est séparation ou non séparation de biens. Je pense qu'on prend mais là encore, voilà, on préfère rester prudent, réservé sur la réponse. Oui, vous aurez bien le doc support à l'issue de la formation. Ce qu'on a prévu, je n'ai pas précisé effectivement, c'est qu'on vous adressera ce support, mais on a prévu également de vous adresser, certainement annexé à ce support, un document qui compilera la majorité des questions qui ont pu être posées pendant la séance et des réponses qui ont été apportées en complément. Comment un mandataire social ayant un contrat de travail peut être en lien de subordination? Alors, effectivement, c'est peut-être dans le cadre du cumul mandat social et contrat de travail, c'est souvent le critère qui est le plus souvent manquant parce qu'il n'est pas toujours facile de prouver qu'il y a un lien de subordination dans ce cadre-là. C'est pour ça que la plupart du temps, c'est sur des fonctions plutôt techniques, mais ça reste quand même des cas plutôt pas à la marge, puisqu'effectivement, le lien de subordination n'est pas toujours très évident. Après, je n'aurais pas d'exemple concret à vous donner, d'exemple de fonction. Une question sur le dividende qui rejoint la précédente. Du coup, est-ce qu'il faut ajuster le contrat chaque année? En tout cas, c'est important d'avoir un montant couvert qui est en phase avec la réalité. Le plus ce sera juste. Oui, d'ailleurs, cela va au-delà des dividendes, et que ce soit un inversement de revenus sous forme de dividendes ou quel que soit le type. Effectivement, le contrat de prévoyance doit, dans la majeure partie des cas, quand même être adapté le plus possible à la rémunération que perçoit l'indépendant. Et je confirme que les cotisations pour les mandataires sociaux, les présidents des SAS notamment, ne sont pas déductibles Madelin. Ils n'ont pas accès à ce dispositif. Mais ils n'ont pas le statut de TNS. Est-il possible de bénéficier de l'assurance Pôle emploi sur la base d'un contrat de travail, lequel vient en complément de la rémunération au titre du mandat social non admis aux cotisations Pôle emploi? Je réserve notre réponse. Là, c'est vraiment très spécifique. On n'est pas les plus spécialisés pour répondre à toutes ces questions-là. Je préfère être honnête plutôt que de vous dire des bêtises. Par le régime des dividendes, le dirigeant est-il couvert par la sécurité sociale? Non. Le régime des dividendes, il n'y aura aucune couverture sociale, que ce soit que à titre de TNS ou de salarié. S'il y a de la rémunération uniquement par les dividendes, il n'y aura pas du tout de protection sociale. Ok, je prends une dernière question, après on poursuit pour essayer de maintenir un bon timing. Sur lorsqu'une caisse d'une profession ne verse pas d'indemnité journalière, est-ce que pour autant vous exigez un document de la caisse indiquant qu'elle ne verse rien, ou bien vous le savez, donc procéder à l'indemnisation? C'est vrai qu'on a beaucoup de questions qui concernent notre couverture prévoyance. Je veux juste que vous ayez en tête que il y aura bien le prochain module sera consacré au fonctionnement de la couverture complémentaire. Aujourd'hui, on est plus focalisé sur le système de protection sociale. Donc, on va y répondre, mais… Oui, pour
question-là, effectivement, alors on connaît à peu près le fonctionnement de la majorité des régimes obligatoires des indépendants. Donc, on sait que certains régimes ne versent rien. Donc, non, on ne demandera rien au moment de verser les indemnités journalières. On sait que le régime n'intervient pas. Si c'est un régime qui est censé verser des indemnités journalières, donc la sécurité sociale, la Carpinco au 80e jour, et que l'indépendant ne perçoit pas d'IJ ou nous dit qu'il n'en perçoit pas, effectivement, on demandera un justificatif pour savoir pourquoi il n'en perçoit pas. Très bien. Merci à tous pour votre participation. On poursuit et c'est Coraline qui va poursuivre pour parler du système de protection sociale des indépendants. Donc, la particularité pour les indépendants, c'est qu'en fait, il y a 14 régimes obligatoires différents. Le principe, c'est que leur attachement se fait en fonction de la profession et de la forme selon laquelle cette profession est exercée. Et chaque régime possède son propre mode de fonctionnement sur la protection sociale, ce qui rend les choses assez complexes pour les indépendants. Donc, les artisans, commerçants et les professions libérales non réglementées, vous savez sans doute qu'avant 2018, ces professions étaient rattachées au régime social des indépendants. Le régime social des indépendants était vivement critiqué suite à de nombreux dysfonctionnements, donc des erreurs de cotisation, des courriers contradictoires, l'absence de communication, la difficulté de joindre les bons interlocuteurs. Et un sondage réalisé en 2017 auprès d'à peu près 1000 chefs d'entreprise a fait ressortir une opinion négative, 76,4% d'opinions négatives. Donc, il a été décidé de réformer un peu les choses et d'intégrer le RSI au régime général. Donc, à partir du 1er janvier 2018, le RSI a été intégré au régime général. Il y a eu une période transitoire de 2 ans. Cette période transitoire a permis à chaque branche concernée du régime général de se mettre en ordre de marche, d'organiser l'intégration des activités des assurés et du personnel du RSI. Et donc, la période transitoire a pris fin au 1er janvier 2020. Et aujourd'hui, les artisans commerçants et les professions libérales non réglementées sont toutes affiliées au régime général. Et pour les autres? Donc, pour les autres, en fait, elles dépendent de la CNAF-PL, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette caisse, en fait, est divisée en 10 branches. Donc, chaque branche est propre, spécifique à une profession. Vous avez la CARF pour les médecins, la CAR-CDSF pour les dentistes et sages-femmes, la CARPINCO pour les auxiliaires médicaux, CAVEC pour les experts comptables, la CARPV pour les vétérinaires, la CAFP pour les pharmaciens, la CIPAV pour les professions libérales non réglementées, la CABOM pour les officiers publics et ministériels, la CAVAMAC pour les agents généraux d'assurance et la CPRN pour les notaires. En parallèle, vous avez la CNBF, qui est la Caisse des avocats, qui n'est plus rattachée à la CNAF-PL depuis 1954, la MSA pour les agricoles et la CAVIMAC pour les ministres du culte. Donc, comme je vous le disais, chacun de ces régimes, de ces caisses, ont des fonctionnements différents en termes de protection sociale. Par exemple, les 4 premiers, donc ceux qu'on vous a mis en gris, prévoient une franchise de 90 jours en cas d'arrêt de travail. Donc ça, c'était avant la réforme qui arrive et qui s'entrera en vigueur au 1er juillet 2021. Donc, Carole vous touchera quelques mots tout à l'heure. Les régimes obligatoires qui sont en bleu, eux, ne prévoient aucune indemnité journalière, d'où l'intérêt ici de souscrire à un contrat de prévoyance individuelle. On vous a mis à titre d'information la répartition par caisse pour que vous ayez un peu un ordre d'idée. Alors, vous constaterez que la CIPAV représente 54% des effectifs de la CNAF-PL sont à la CIPAV, puisque ce sont toutes les professions libérales non réglementées. Ensuite vient les auxiliaires médicaux avec la CARPINCO, que vous devez connaître, et ensuite la CARF avec les médecins. Mais justement, comme il y a une évolution de la sécurité sociale des nouvelles professions qui sont rattachées à la sécurité sociale, aujourd'hui, toutes les professions libérales non réglementées ne sont pas rattachées à la CIPAV. Non, effectivement, ça tend à changer suite à une réforme dont je vous parlerai aussi un peu plus loin. Donc, il y a effectivement 2 régimes obligatoires prépondérants. Donc, la sécurité sociale, aujourd'hui, 3,2 millions d'indépendants cotisent à la sécurité sociale. Et au 31 décembre 2020, c'était 476 000 affiliés à la CIPAV. Donc, raison pour laquelle on va rentrer un peu plus dans le détail de ces 2 régimes. Donc, le fonctionnement de la sécurité sociale. Donc, sur les indemnités journalières. Donc, effectivement, la sécurité
sécurité sociale. Donc là, attention, je vous parle uniquement de la partie sécurité sociale pour les indépendants. Là, il ne sera pas question d'évoquer le fonctionnement pour les salariés. Donc, les indemnités journalières, il y a effectivement des conditions pour en être bénéficier. La première condition, c'est d'être affilié depuis au moins 1 an. Il y a cependant une exception pour les personnes qui relevaient auparavant d'un autre régime obligatoire ou d'une période de chômage indemnisée. En fait, cette période d'affiliation va être prise en compte dans l'affiliation dès 1 an, mais sous réserve qu'il n'y ait pas d'interruption entre les 2 affiliations. Effectivement, un créateur d'entreprise qui ne bénéficiait pas d'un régime obligatoire ni du chômage, la première année, il n'aura pas de prestation de la part de la sécurité sociale s'il est en arrêt de travail. La deuxième condition, c'est d'être à jour de cotisation. Alors finalement, cette condition, elle était plutôt classique, mais elle est plus vraie depuis le 1er janvier 2020, puisque le travailleur indépendant n'est plus obligé d'être à jour de ses cotisations pour bénéficier d'indemnités journalières. Par contre, effectivement, si ces cotisations ne sont pas à jour, en contrepartie, ces prestations seront diminuées. Les prestations seront calculées sur la part de cotisation dont il s'est acquitté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de notion d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour les arrêts de travail, pour le versement d'indemnités journalières. La sécurité sociale traite les arrêts de travail de la même manière et dans les mêmes conditions que l'événement soit professionnel ou de la vie privée. Et la dernière condition pour bénéficier d'indemnités journalières, c'est de déclarer l'arrêt de travail dans les 48 heures. Alors, si on remplit ces conditions, à quoi on peut s'attendre? Alors, en termes de montant, la Sécu verse 1/730e du revenu annuel moyen des 3 années civiles qui précèdent l'arrêt. Donc, 1/730e, concrètement, c'est 50% du revenu des 3 années civiles. Pour faire un parallèle, les salariés sont pris en compte le revenu des 3 derniers mois. Par conséquent, l'indemnité journalière de l'indépendant est beaucoup plus fluctuante. S'il y a des années un peu plus mauvaises en termes de chiffres, ça va se ressentir sur son indemnisation. Alors qu'un salarié, puisqu'il y a un historique sur 3 mois, c'est beaucoup plus stable et ça correspond beaucoup plus à son revenu au moment de l'arrêt de travail. Il y a un minimum pour la sécurité sociale, donc qui est de 22,54 € par jour, et le maximum qui est de 56,35 €. Un petit zoom sur le conjoint collaborateur. Effectivement, le conjoint collaborateur, alors c'est un statut bien particulier qui est bien encadré. C'est déjà le conjoint marié ou pacsé au chef d'entreprise qui contribue à l'activité d'entreprise de manière effective, mais sans rémunération en contrepartie. Bien qu'il n'ait pas de rémunération, la sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail du conjoint collaborateur, lui verse une indemnité journalière qui est forfaitaire cette fois et qui correspond au minimum, mais qui est de 22,54 € par jour. Sur la franchise en cas d'arrêt de travail à la Sécu est de 3 jours. Ça aussi, c'est assez récent, ça a été modifié par un décret de mai 2020. L'intérêt était d'essayer de se caler sur le délai carence des salariés et essayer d'harmoniser. Et donc, il n'y a pas de franchise en cas de rechute dans un délai de 48 heures et en cas d'affection longue durée. Dans ce cas-là, il y a un délai de carence qui est appliqué au premier arrêt de travail. Et ensuite, s'il y a des rechutes au-delà de 48 heures dans le cadre d'une ALD, le délai ne sera pas réappliqué. Enfin, sur la durée d'indemnisation, donc au niveau des indépendants, il y a une durée d'indemnisation de 360 jours par période de 3 ans, sauf pour les affections longue durée, où là, il y a une indemnisation maximum de 3 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les 360 jours sur une période de 3 ans peuvent être continus ou discontinus. Il sera bien pris en compte le cumul des arrêts sur les périodes de 3 ans. Pour les indépendants, la sécurité sociale indemnise le mi-temps thérapeutique. Donc ça aussi, c'est un peu récent, c'est un décret d'avril 2017. Auparavant, il n'y avait pas d'indemnisation. Aujourd'hui, l'indépendant qui reprend son activité à temps partiel peut bénéficier d'une IJ égale à 50% du montant dont il bénéficiait à temps complet. Le minimum est de 2,73 € par jour et le maximum, il est de 28,18 €. Sur la durée, on est sur 90 jours maximum par période de 3 ans. Donc, encore une fois, là, c'est 90 jours continus ou discontinus, ou 270 jours sur une période de 4 ans pour les assurés en affection longue durée. Et donc, la condition pour que le mi-temps soit indemnisé, c'est qu'il doit être précédé par un arrêt de travail indemnisé à temps complet.
sauf dans le cadre d'une ALD. Donc, effectivement, après, ça, c'est une condition qui est remplie assez facilement. Il est très rare qu'un médecin délivre un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique d'emblée. Généralement, le mi-temps thérapeutique permet une reprise progressive après un arrêt à temps plein. Alors, le cas des micro-entrepreneurs, on va en parler aussi, parce que les micro-entrepreneurs représentent 52% des TNS. C'est un statut qui est en plein essor. Donc, ils bénéficient, les micro-entrepreneurs, d'indemnités journalières dans les mêmes conditions que les TNS classiques. Donc, les mêmes conditions en termes de montant, ce sera 50% du revenu des 3 dernières années. Les mêmes conditions en termes de franchise, on sera sur une franchise de 3 jours. La seule particularité, c'est qu'ils ne perçoivent des IJ que s'ils déclarent un revenu moyen supérieur à 4 046,40 € par an. Donc, pour le calcul des IJ, sur le revenu annuel pris en compte, on sera sur le chiffre d'affaires annuel qui sera diminué des abattements forfaitaires. Donc, il y a 71% pour les activités de bénéfices industriels et commerciaux vente, 50% pour les bénéfices industriels et commerciaux de prestations et 34% pour les bénéfices non commerciaux. Donc, l'indemnité journalière, elle est comprise pour les micro-entrepreneurs entre 5,46 € et 56,35 € par jour, avec effectivement la particularité que si le revenu est inférieur à 4 046 €, eh bien, l'IJ sera nul et il n'y aura pas de prestation dans ce cadre-là. Ok, donc on a parlé des indemnités journalières, puis dans le cadre d'invalidité. Donc, la rente d'invalidité, donc là, en principe, ça fait suite déjà à un arrêt de travail. Lorsque l'indépendant ne peut plus reprendre son activité et qu'il est atteint d'une incapacité définitive, donc qu'elle soit totale ou partielle, à exercer son activité, il peut percevoir une rente d'invalidité de la sécurité sociale. Il y a également certaines conditions. Donc, il ne faut pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite ou pas bénéficier d'une retraite anticipée. Dans tous les cas, mais que ce soit en termes de régime obligatoire ou de contrat prévoyance individuelle, la retraite est une cause de cessation de la rente d'invalidité. Il ne faut pas bénéficier d'un avantage servi par un autre régime pour la même invalidité. Effectivement, c'est le principe selon lequel un même fait générateur ne peut pas être indemnisé 2 fois, sauf là si c'est une cause différente, et en cas d'aggravation. Il faut être affilié à la sécurité sociale au moment de la demande de la rente d'invalidité, ou alors être bénéficiaire d'indemnité journalière, avoir cotisé pendant 1 an minimum, être à jour de cotisation et présenter un état d'invalidité suffisant qui, là, sera reconnu par le médecin conseil de la sécurité sociale. Donc, dans le cadre de la rente d'invalidité, il y a 2 situations, l'invalidité partielle et l'invalidité totale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par invalidité partielle? C'est la perte de capacité de gain supérieure à 2/3 par rapport aux conditions physiques requises pour la profession exercée. Donc, dans ce cadre-là, l'assuré perçoit 30% de son revenu annuel moyen. Je vous disais tout à l'heure, donc pour les indemnités journalières, le revenu annuel moyen, c'est le revenu annuel des 3 dernières années. Pour la rente d'invalidité, le revenu annuel moyen, ce sera la moyenne des 10 meilleures années. Donc, sur les montants en minimum, on est à 459,51 € par mois. Et en maximum, en cas d'invalidité partielle, on est à 1028,40 € par mois. Sur la validité totale, donc là, c'est l'accès à l'emploi restreint de façon importante et durable en raison de l'état médical. Cette fois, on est sur 50% du revenu annuel moyen, avec un minimum de 647,39 € par mois et un maximum de 1714 € par mois. Donc là, vous le voyez, l'intérêt aussi ici de souscrire un contrat de prévoyance individuelle. Les salariés sont couverts, eux, sont protégés d'une part par le contrat collectif la plupart du temps, plus la sécurité sociale. L'indépendant perçoit uniquement les prestations de la Sécu s'il n'a pas de contrat individuel. Et vous constatez que les maxi en invalidité totale sont quand même assez bas puisqu'on est sur 1714 € par mois. Donc les pensions d'invalidité sont revalorisées chaque année au 1er avril. Dans le cadre de l'invalidité totale, si l'état de santé de l'assuré nécessite l'assistance d'une tierce personne, il y a une majoration complémentaire qui est de 1125,29 € par mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, mais que ce soit au niveau du régime obligatoire ou au niveau de l'assurance privée, la rente d'invalidité n'est jamais définitivement acquise. Et il peut y avoir des révisions qui peuvent être possibles, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ok.
Dernier Le risque décès. assuré par la sécurité sociale, le décès. Donc, tout le monde ne le sait pas, mais effectivement, la sécurité sociale, notamment pour les indépendants retraités, mais la sécurité sociale verse un capital décès. Donc, il est de 8 227,20 € pour un indépendant en activité, de 3 290,88 € pour un indépendant retraité. Donc, le capital décès, il est versé en priorité aux personnes qui, au jour du décès, étaient à la charge effective totale et permanente de l'assuré. Donc, ça, ce sont les ayants droit prioritaires et ils doivent faire la demande de capital. Le versement n'est jamais automatique. La Sécu ne versera jamais de manière automatique un capital décès. Il faut en faire la demande. Les ayants droit prioritaires ont 1 mois pour faire la demande. S'ils n'ont pas fait leur demande sous 1 mois ou s'il n'y a pas de bénéficiaire prioritaire, le capital décès sera attribué aux conjoints survivants, aux enfants à charge et aux autres descendants. Toutefois, pour bénéficier du capital décès, il faut que les personnes à la charge de l'assuré aient des ressources inférieures à 10 880,75 € par an pour une personne toute seule. Ça fait beaucoup de conditions. On ne va pas verser souvent le capital décès. Effectivement, là, il semblerait que la Sécu ne verse pas beaucoup de capitaux décès, dû par la méconnaissance souvent des familles, de par les conditions un peu restrictives. Et par rapport au montant, pour faire un petit comparatif sur un salarié cadre, en principe, perçoit à peu près 2 à 3 fois le salaire annuel brut, ses ayants droit, mais touche 2 à 3 fois le salaire. Là où sur un indépendant en activité, on est sur 8 200 €. Donc, d'où aussi là l'intérêt de se couvrir à titre privé. Et la sécurité sociale prévoit aussi un capital pour orphelins. Donc, c'est une allocation qui est versée en une seule fois, qui est de 2 056,80 €. Elle est versée aux enfants de moins de 16 ans, qui sont à la charge de l'assuré au moment de son décès, aux enfants de plus de 16 ans et de moins de 20 ans qui poursuivent leurs études, et sinon aux enfants en situation de handicap, et là, il n'y a pas de condition d'âge. Ok, on va marquer un temps de pause avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de la CIPAV, parce que peut-être vous avez des questions sur toute cette partie-là. Donc, je vais reprendre le fil des questions. Il y a pas mal de questions sur tout ce qui est invalidité. Oui, des questions sur ce qui est invalidité. Notamment sur l'invalidité totale. En IPT, en principe, la personne ne peut plus travailler du tout. Oui, en principe, oui, je confirme. Ok. Et il y en a une autre sur l'invalidité partielle. Vous indiquez qu'il faut perdre plus de 2/3 de ses revenus. Je pensais que c'était 1/3. Alors, 1/3, alors effectivement, sur les salariés, on a des catégories d'invalidité qui sont différentes. On a l'invalidité catégorie 1, 2 et 3. On n'est pas sur les mêmes catégories sur les indépendants. Et sur les indépendants, la validité partielle démarre bien aux 2/3 des capacités de gain. Alors, une question de courtier. Je suis salarié au Luxembourg, TNS en France. Est-ce que je peux souscrire votre prévoyance, sachant que je ne cotise pas en France? Alors, sur notre contrat, effectivement, le prérequis pour pouvoir adhérer au contrat, c'est de cotiser à un régime obligatoire français. Donc, si vous ne cotisez pas en France, malheureusement, le contrat ne serait pas éligible à notre contrat. On couvre effectivement des personnes résidant dans les pays limitrophes, mais sous réserve qu'elles soient affiliées à un régime obligatoire français. Oui, sur la couverture de perte d'emploi, effectivement, ça fait l'objet d'autres contrats, la garantie sociale des chefs d'entreprise. Franchise de 7 jours, je ne sais pas. Alors, oui. Désolée, alors effectivement, il y avait sur l'arrêt de travail. Avant le décret de mai 2020, la sécurité sociale des indépendants, la franchise était de 7 jours en cas de maladie. On était sur 3 jours au SPI, 7 jours en cas de maladie, et maintenant on a uniformisé et c'est passé sur 3 jours. Et sur la durée d'indemnisation, donc c'est pas 365 jours, mais 360 jours d'indemnisation sur une période de 3 ans. Alors, voilà, pour un même sinistre ou plusieurs. Alors, c'est quelle que soit la cause du sinistre, effectivement, soit c'est un seul et même sinistre avec 360 jours continus ou discontinus, mais ça peut être des sinistres différents. C'est vraiment le cumul de jours d'indemnisation, quelle que soit la cause du sinistre. Ça, on a passé. Oui, il y a des discussions sur différence d'appréciation, détermination des taux d'invalidité entre régime obligatoire et les assureurs.
Comment est-ce contrôlé et surtout apprécié par vos services? Alors, effectivement, c'est un vaste sujet. Les barèmes des régimes obligatoires sont différents des barèmes de contrats privés. Effectivement, il y a des différences d'appréciation, mais qui sont expliquées par d'une part, les barèmes qui sont utilisés, selon si on tient compte de l'invalidité professionnelle ou fonctionnelle. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans tous les cas, la position de régime obligatoire, ça s'impose pas à l'assureur dans les contrats individuels. C'est le cas dans le contrat de prévoyance collective. Donc, effectivement, chaque médecin va donner sa propre appréciation de la validité. Ok. Peut-être une dernière question. Barème des taux d'invalidité, identique pour la sécurité sociale salariée et pour la SSI, enfin, sécurité sociale. En fait, le taux d'invalidité catégorie 1, 2 et 3, sauf erreur de ma part, concerne les salariés dans le cadre notamment des accidents du travail. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais effectivement, on n'est pas sur ces 3 catégories pour les indépendants. Alors, concernant notre contrat de prévoyance, je vous invite à venir à notre prochain module. Non, on va y répondre, mais c'est que ce n'est pas forcément l'objet de notre session d'aujourd'hui. Est-ce qu'il prévoit, comme Swiss Life, nous ne connaissons pas Swiss Life, une franchise maladie de 8 jours? Et non, notre contrat démarre à 15 jours maladie pour le moment. Alors, en cas d'arrêt long, plus de 365 jours, de 360 jours, il faut donc prévoir 2 IJ différentes pour éviter un effondrement après les 360 premiers jours. Oui et non, ou il y a une autre possibilité? Alors, en fait, ça dépend du montage du contrat que vous allez faire souscrire à votre client. Là aussi, c'est la notion des contrats indemnitaires, forfaitaires et sous déduction du régime obligatoire ou pas. Si vous avez un contrat qui vient en complément du régime obligatoire, votre client perçoit 100 € par jour et vous faites souscrire, il perçoit 50 de la SSI et 50 avec son contrat privé. Effectivement, le contrat privé va intervenir sur la base de 50 € par jour, quelle que soit la position du régime obligatoire. Le jour où le régime obligatoire ne verse plus, votre client il perçoit toujours ses 50 € par jour. Nous, notre contrat, on fonctionne sous déduction du héros, c'est-à-dire qu'on va venir moduler dans le temps et qu'on va toujours venir tenir compte de la prestation du régime obligatoire. Donc, dès lors qu'au bout de 360 jours, la sécurité sociale n'intervient plus, on viendra compenser l'absence d'indemnité journalière du régime obligatoire. L'intérêt, c'est que le client il perçoive son revenu sur toute la durée de son arrêt de travail. Ok. Je propose qu'on lève la séance parce que je vois l'heure qui tourne et je crains que nous ne soyons pas dans les temps. Donc, on a parlé de la sécurité sociale. On va maintenant parler de la CIPAV, autre régime important. Donc, effectivement, un petit zoom sur la CIPAV, donc la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance DIS, qui concerne les professions libérales. Donc, c'est une des 10 sections de la CNAF-PL. Donc, globalement, elle regroupe les professions libérales qui sont non représentées par les 9 autres sections. Donc, aujourd'hui, ça représente à peu près 54% des effectifs de la CNAF-PL, donc la CIPAV. Mais ce chiffre va tendre à être modifié puisqu'avec la réforme du RSI, il y a eu aussi une réforme de la CIPAV. Et il y a beaucoup de professions libérales non réglementées qui, auparavant, dépendaient de la CIPAV, qui ont été transférées au régime général. Auparavant, c'était à peu près 400 professions qui étaient affiliées à la CIPAV en 2018. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que 18, qui est vraiment une liste exhaustive des professions. Pour vous donner un petit exemple, il y a les architectes d'intérieur, les psychologues, les psychothérapeutes, les diététiciens, les experts automobiles, tout ce qui est guide de montagne, les moniteurs de ski. Voilà, c'est un petit exemple des 18 professions qui restent rattachées aujourd'hui à la CIPAV. Donc, globalement, il y a 95% des professions libérales non réglementées qui basculent de la CIPAV vers le régime général. Donc, ça s'est fait à partir du 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et le 1er janvier 2019 pour toutes les autres entreprises. Et donc, pour les professionnels libéraux qui ne sont pas dans cette liste de 18 professions, mais qui ont débuté leur activité avant janvier 2019, ceux-là bénéficient d'un droit d'option jusqu'au 31 décembre 2023 et ils peuvent choisir de rester à la CIPAV ou de basculer au régime général. Alors, les prestations, le détail des prestations de la CIPAV, alors un petit détail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la CIPAV,
le choix de la classe de cotisation est libre. Donc, contrairement à certains régimes obligatoires, la cotisation n'est pas selon les revenus, mais l'assuré cotise librement dans 3 classes. Il y a 3 classes de cotisation. Et ces 3 classes de cotisation vont déterminer les prestations auxquelles aura droit l'assuré ou ses ayants droit. Sur les indemnités journalières, c'est assez simple, il n'y en a pas à la CIPAV. La CIPAV couvre plutôt le risque lourd, donc l'invalidité et le décès. Donc, on va donner les montants en cas d'invalidité partielle, en cas d'invalidité totale. Donc, vous voyez que les écarts sont quand même assez importants entre la classe 1 et la classe 3. Là, on parle en montant annuel, dans tous les cas sur l'invalidité. Le capital décès, donc là, qui va de 15 780 € en classe 1 à 78 900 €. La rente de conjoint et la rente éducation. Donc, ils ont des montants similaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la rente de conjoint est versée au conjoint marié ou lié par un PACS. Et pour les rentes éducation, on prend en compte les enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans s'ils poursuivent leurs études. Et le capital décès est doublé en cas de décès par accident. Sur la validité partielle, par rapport à la CIPAV, l'invalidité partielle s'entend d'une invalidité de plus de 66%. Et l'invalidité totale, c'est l'invalidité à 100%. Ok. Mais donc, je vous parlais du droit d'option. Effectivement, on a fait un petit comparatif en fait, sur des prestations entre la sécurité sociale et la CIPAV, notamment la classe la plus élevée. Donc, vous constatez que sur la cotisation, on vous a mis un exemple pour 40 000 € de revenus. Donc, pour 40 000 € de revenus, un assuré à la sécurité sociale va cotiser 520 € par an. Là où en classe 3 de la CIPAV, il va cotiser 380 €, un petit peu moins. En contrepartie, il n'y a pas d'IJ à la CIPAV. Par contre, sur le risque lourd, effectivement, il sera mieux couvert. Sur l'invalidité, la différence n'est pas flagrante. Par contre, sur le capital décès de la sécurité sociale, on vous l'a dit, il est de 8 227 €. Là où la CIPAV en classe 3, il est à 78 900 €. Et sur les prestations, la rente de conjoint, il n'y en a pas à la sécurité sociale. Et sur la rente éducation, il n'y en a pas non plus à la sécurité sociale. C'est un capital orphelin, alors que c'est une rente éducation annuelle versée par la CIPAV. Donc, effectivement, ça peut être l'intérêt peut-être de rester à la CIPAV pour les assurés qui sont actuellement pour les risques lourds. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la retraite est quand même moins intéressante. Enfin, les droits à la retraite à la sécurité sociale sont plus intéressants qu'à la CIPAV, sur la partie retraite de base notamment. Mais je ne développerai pas, puisque ce n'est pas l'objet de parler de retraite. Pour information, vous avez accès, si ça vous intéresse, parce que l'idée, là, ce n'est pas de rentrer dans le détail de chaque régime obligatoire, mais vous avez accès sur notre espace partenaire en ligne à des fiches de synthèse qui décrivent assez précisément le fonctionnement et les prestations versées par chaque régime obligatoire. Il y a des fiches qui ont été mises à jour récemment, me semble-t-il. Et d'autre part, sur notre tarificateur prévoyance TNS, vous avez aussi, en fait, dès le premier écran, là, vous saisissez le profil de votre assuré, son niveau de revenu et vous sélectionnez son régime obligatoire de rattachement. Vous avez également le détail des prestations qui sont versées par le régime obligatoire et la possibilité d'éditer la fiche de synthèse. Ça peut vous éviter d'avoir tout à apprendre par cœur et ça peut être bien pratique. Voilà pour cette parenthèse. Je vais maintenant passer la parole à Carole qui va vous parler de la réforme à venir. Donc, la crise sanitaire a mis en avant un réel décalage entre la situation des professions libérales et des salariés, puisque les professions libérales qui n'avaient pas souscrit de contrat d'assurance privée, en fait, ne bénéficiaient pas, et ne bénéficient pas encore aujourd'hui, d'indemnités journalières. Et donc, à titre exceptionnel, l'assurance maladie a pris en charge des indemnités journalières pour ces professionnels, donc indépendants, qui étaient malades, contaminés, et qui ne pouvaient pas travailler puisqu'ils étaient en période de quarantaine forcée. Donc, des mesures exceptionnelles donc, ont été prises en compte et appliquées pendant cette période. Et ça a amené, en fait,
le gouvernement a se posé des questions et dans la loi de finances de la sécurité sociale pour 2021, il y a donc un article qui a été pris pour développer et mettre en application cette réforme à venir, puisqu'elle doit prendre effet le 1er juillet 2021. Et cette réforme va impacter les professions libérales qui dépendent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Par exemple, les avocats n'en font pas partie, ne font pas partie de cette réforme. Donc ces professionnels vont pouvoir bénéficier d'indemnités journalières après l'application d'un délai de carence de 3 jours, comme pour les salariés, pour pouvoir privilégier et remettre en fait à niveau ces deux statuts qui sont vraiment en décalage lors de situations et de crises comme celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, en contrepartie de cette réforme et de ces indemnités journalières, ces professionnels vont payer une cotisation supplémentaire qui aujourd'hui, on ne peut pas encore parler de montant puisque ce montant va être arrêté par décret qui n'est pas encore paru. Les organisations syndicales aujourd'hui se réunissent pour mettre en place les critères de cette réforme, mais le décret n'est pas encore paru, donc on ne peut pas vraiment en dire plus, à part que cette réforme rentrera en vigueur au 1er juillet 2021. Et qu'on va de plus en plus aligner en fait la protection sociale de l'indépendant avec celui des salariés. Avec celle des salariés. Absolument. Voilà. Nous sommes arrivés à terme de la présentation. On vous propose une dernière séquence de questions-réponses suivie de notre quiz. Alors, je ne sais pas où j'en étais. Franchissant les balayés. Pardon, qui tranche? Alors, sur la question sur qui tranche sur le taux d'invalidité et donc sur l'indemnisation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux contrats, enfin, ce n'est pas un contrat avec le régime obligatoire, mais en fait, les deux événements vont vivre leur vie de manière totalement indépendante. Donc, l'assuré va être examiné par le médecin conseil du régime général, qui va déterminer si oui ou non il est en invalidité et s'il répond aux conditions pour l'octroi de la rente. Et donc, si effectivement il est en invalidité, il va percevoir sa rente du régime général. D'un autre côté, s'il a un contrat de prévoyance individuelle, donc il sera aussi examiné par un médecin expert, qui va déterminer, selon la définition de l'invalidité du contrat et éventuellement le barème applicable, si oui ou non il est aussi en état d'invalidité. S'il est en invalidité, il percevra sa rente. Mais effectivement, on peut avoir des décisions différentes. Il peut être en invalidité auprès de son régime obligatoire et pas auprès de son assureur. Et inversement, on peut mettre aussi en invalidité avec le contrat individuel alors que le régime obligatoire ne l'aura pas fait. C'est deux choses qui vivent leur vie de manière totalement indépendante. On est sur la même problématique en dépendance, finalement. On ne va pas s'appuyer sur les mêmes barèmes. La CIPA va-t-elle continuer d'exister? Nous verrons. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui des chiffres, mais la CIPA regroupe encore une grosse partie de cotisants. Donc, tout dépendra des choix qui seront faits par les assurés. Cher EPAM, l'invalidité totale. Alors, effectivement, là, c'est la nuance. Souvent, sur les régimes obligatoires, l'invalidité partielle est à partir de 66%, la totale à 100%. Effectivement, il ne faut pas confondre sur les contrats de prévoyance individuelle. En principe, l'invalidité partielle, c'est plus de 33%, jusqu'à 65%. Et l'invalidité totale, c'est plus de 66%. Une invalidité à 100%, en fait, c'est l'invalidité totale, mais qui rentre dans le cadre de la perte totale irréversible d'autonomie. C'est encore une troisième nuance. Et ça, ce sera l'objet de notre prochain module de formation. Il faut bien comprendre les garanties du contrat de prévoyance complémentaire. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes les professions indépendantes auront droit demain, après la réforme, à des indemnités journalières? Donc, ce qu'on se disait, voilà, c'est que ce sont les professions libérales qui dépendent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des professions libérales. Donc, c'est la slide 17. Il y a un certain nombre de caisses, les notaires, les médecins, les vétérinaires, pharmaciens, agents généraux d'assurance, experts comptables. Voilà, la slide 17.
Donc, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse et des professions libérales, en fait, tous les indépendants qui dépendent de cette caisse qui bénéficieront de cette réforme. Un petit bémol, quand même, il semblerait que la réforme concerne le versement d'indemnité journalière pendant 3 mois. En fait, c'est un dispositif qui va être mis en place pour les 3 premiers mois d'arrêt de travail pour effectivement s'harmoniser avec la prévoyance qui est prévue pour les salariés, la protection des salariés. Alors après, à prendre avec des pincettes puisque le décret n'est pas paru, mais effectivement, il semblerait qu'au-delà des 90 jours, chaque profession retourne sur son régime obligatoire. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui dépend de la CIPAV, il aura peut-être des indemnités journalières pendant 3 mois, mais au 91e jour, il repasse sur son régime obligatoire CIPAV, qui là ne prévoit pas de prestations. Ils bénéficieront tous effectivement pendant les 3 premiers mois. Voilà, c'est ça. Effectivement, les avocats ne seront pas concernés et pour le moment, on n'en sait pas plus. Donc, on attend avec impatience le détail de ce dispositif, de cette réforme. Voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'est parfait parce qu'en fait, on est déjà en retard. Voilà. Mais bon, nous, ça nous fait plaisir qu'il y ait de l'interactivité. Donc, si jamais vous avez des obligations, on ne vous en voudra pas de nous quitter maintenant. Vous n'aurez juste pas votre attestation de formation. Et sinon, je vous propose qu'on passe à la partie ludique. À la partie ludique, vous allez voir apparaître, si tout va bien, sur votre écran, je vais peut-être déjà arrêter de partager mon écran. Donc, j'arrête de partager mon écran, vous allez nous voir de plus près. Et je lance le sondage. Donc, vous voyez apparaître sur votre écran, si tout va bien, une fenêtre qui s'appelle l'heure du quiz, avec 10 questions. Donc, vous allez pouvoir répondre à ces questions-là. Pour vous faciliter la tâche, on va les balayer ensemble et vous donner la réponse. Le principal, c'est de se faire rire quand même. Non, je propose de lire les questions et de vous laisser un petit temps de réponse et on partagera dans un second temps tous ensemble les réponses. Selon la loi E20, la prévoyance regroupe les opérations de prévention et couverture de certains risques. Mais quels risques? Plusieurs choix possibles. Le risque de décès, atteinte à l'intégrité physique, frais de santé, incapacité de travail, invalidité, chômage, dépendance, maternité, atteinte aux biens. Voilà ce qu'on vous propose. Deuxième question. Un gérant majoritaire de SARL a forcément le statut de TNS. Est-ce vrai ou est-ce faux? Troisième question. Le président de SAS ou de SASU est assimilé salarié et donc affilié au régime de la sécurité sociale à partir du moment où il perçoit une rémunération. Dans le cas contraire, il est assimilé TNS. Est-ce vrai ou est-ce faux? Quatrième question. Combien de régimes obligatoires différents existe-t-il? Pardon pour la faute d'orthographe. Vous avez échappé. Pour les travailleurs non salariés, 12, 14, 16, 18 ou 20 régimes obligatoires différents. Cinquième question. Depuis le 1er janvier 2020, certaines professions sont rattachées à la sécurité sociale. Lesquelles? Donc là, vous pouvez évidemment cocher plusieurs propositions. Donc, quelles sont les professions rattachées à la sécurité sociale? Artisans, commerçants, professions libérales réglementées, professions libérales non réglementées, professions médicales et professions paramédicales. Nous sommes à la moitié du questionnaire. Il reste donc 5 questions. La sécurité sociale prévoit le versement des prestations suivantes. Donc là, à vous de lire quelles sont les prestations qui sont versées ou non par la sécurité sociale. Des indemnités journalières, une rente en cas d'invalidité partielle et une rente en cas d'invalidité totale, un capital en cas de décès, une rente éducation, une rente de conjoint, des frais d'obsèques.
Même question, ensuite, concernant la CIPAV. La CIPAV prévoit le versement des prestations suivantes. Indemnité journalière, rente en cas d'invalidité partielle, rente en cas d'invalidité totale, capital en cas de décès, rente de conjoint, rente éducation, frais d'obsèques. 8e question qui concerne la loi de financement de la sécurité sociale et la réforme concernant les professions libérales. Donc, cette réforme prévoit des évolutions de leur couverture sociale. Quelles évolutions? Plusieurs réponses possibles. Le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, l'abaissement de la franchise incapacité de travail de 90 à 3 jours, une aide financière pour les libéraux atteints de la Covid-19. 9e et avant-dernière question, pendant combien de jours la sécurité sociale peut-elle être amenée à payer des indemnités journalières? Donc, plusieurs réponses possibles, 360 jours, 365 jours, 3 ans, mais en cas d'ALD uniquement. Et pour finir, une question concernant les micro-entrepreneurs. Ils bénéficient des mêmes prestations que les autres travailleurs non salariés relevant de la sécurité sociale. Est-ce vrai ou est-ce faux? Comme nous sommes sympathiques, nous vous laisserons encore 2 minutes pour répondre. Et ensuite, on mettra fin et on partagera ensemble les réponses. On n'a pas terminé. Dites-nous si certains d'entre vous ont besoin encore d'un peu de temps ou si on peut partager maintenant la réponse. Pas de message. Donc, je considère... Allez, je mets fin. Je mets fin au quiz. Ah, je vois encore des réponses qui arrivent. Je n'arrive pas à cliquer. C'est le stress du compte à rebours. Bon, maintenant, on pose son stylo sur la table et on donne sa copie. Merci. Allez, je clôture. Et on va partager les résultats. Alors, il s'agit ici, en fait, ce que vous voyez à l'écran, c'est la façon dont se sont ventilées vos réponses. Ça ne veut pas dire que forcément les bonnes réponses. Concernant la première question sur la loi E20, donc elle regroupe la prévoyance, regroupe des opérations de prévention et de couverture des risques, il fallait répondre des risques de décès, d'atteinte à l'intégrité physique, d'incapacité de travail, d'invalidité, de chômage, de maternité et de dépendance, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, Et de dépendance et de maternité. En revanche, ça ne regroupe pas ce qui touche aux frais de santé et l'atteinte aux biens. Deuxième question, un gérant majoritaire de SARL a forcément le statut de TNS. La réponse c'est vrai dans la mesure où on parle ici de gérant majoritaire. Donc, qui dit majoritaire dit TNS. Quant au président de SAS ou de SASU, là il fallait répondre faux. Pourquoi? Parce qu'un président de SAS ou de SASU est forcément assimilé salarié, qu'ils perçoivent ou non une rémunération. C'est assez simple dans son cas, il n'y a pas de question à se poser. Président de SAS égale travailleur non, assimilé salarié. Combien de régimes obligatoires différents pour les travailleurs non salariés? Il y en existe 14. Les professions qui sont rattachées à la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2020. Donc, on va retrouver ici les artisans, les commerçants, les professions libérales non réglementées. En revanche, les professions libérales réglementées, les professions médicales et les professions paramédicales ne sont pas rattachées à la sécurité sociale. Quelles sont les
prestations que prévoit la sécurité sociale, donc les indemnités journalières, oui. Une rente en cas d'invalidité partielle, oui. En cas d'invalidité totale, oui. Un capital en cas de décès, oui. En revanche, pas de rente éducation, pas de rente de conjoint, pas de frais d'obsèques. La CIPAV, quant à elle, ne prévoit pas de versement d'indemnité journalière. Elle prévoit en revanche rente en cas d'invalidité partielle, en cas d'invalidité totale, en cas de capital en cas de décès, rente de conjoint également et rente éducation également, mais pas de frais d'obsèques. En fait, aucun régime obligatoire ne prévoit le versement de frais d'obsèques. 8e question sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et la réforme des professions, la couverture des professions libérales. Donc, cette réforme, elle prévoit à la fois le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie pour les professions libérales qui n'en bénéficient pas aujourd'hui, mais également l'abaissement de la franchise de 90 à 3 jours pour celles qui en bénéficient aujourd'hui avec une franchise de 90 jours. En revanche, le sujet de l'aide financière pour les libéraux atteints de la Covid-19 ne fait pas partie intégrante de cette réforme. Avant-dernière question, la sécurité sociale. Donc, elle peut être amenée à payer des IJ pendant les deux réponses qu'il fallait sélectionner, c'est 360 jours et 3 ans en cas d'ALD uniquement. Donc, c'est 360 jours ou 3 ans en cas d'ALD. Et dernière question sur les micro-entrepreneurs. Oui, ils bénéficient des mêmes prestations que les autres TNS qui relèvent de la sécurité sociale. La seule différence, c'est que le versement de ces prestations est soumis à une condition de revenu minimum. Voilà. Espérons que toutes ces explications et la présentation étaient suffisamment claires, que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, c'est notre cas. Donc, merci pour votre vive participation. Désolée de terminer un petit peu en retard. Peut-être quelques mots sur les aspects pratiques et prochaines étapes. Donc, vous allez bien recevoir par email une attestation de formation. Voilà. Petite précision, cette attestation donc, sera sous format PDF. Elle ne figure pas un numéro d'organisme de formation puisque le courtier grossiste peut former ses courtiers partenaires. Voilà, c'est des questions qui reviennent régulièrement, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de numéro d'organisme de formation, c'est normal. Et ces attestations sont personnelles, donc elles sont attitrées avec un nom et un prénom, elles sont individualisées. Oui. Vous recevrez également dans un deuxième temps, vous recevrez demain un email dans lequel figure un lien pour répondre à un questionnaire de satisfaction. On sera vraiment reconnaissant d'y répondre. L'objectif pour nous, c'est d'avoir votre retour parce que ce format ne permet pas forcément de l'avoir en direct et vos suggestions d'amélioration pour pouvoir nous améliorer pour les sessions suivantes. Également, ça vous donnera l'occasion, si jamais il y a des questions que vous n'avez pas pu poser, de les poser à ce moment-là. On vous adressera courant semaine prochaine, je pense, le support de cette formation accompagné de toutes les questions et réponses sur lesquelles on a pu partager et qu'on compilera et qu'on annexera. Voilà, et puis on espère vivement vous retrouver pour le module 2. Si vous ne venez pas, on sera forcément terriblement déçus. C'est que vous aurez été déçus par le module 1. Donc, c'est le module 2 qui sera consacré à la couverture prévoyance du TNS, donc l'objet, les risques couverts, les garanties et la loi Madelin également. Donc, ce sera le 11 mai et on fera comme pour ce module 1, c'est-à-dire qu'on organisera 2 sessions pour permettre d'alléger un petit peu le nombre de participants par session. Voilà, et puis bien évidemment, vos inspecteurs commerciaux et globalement toute l'équipe commerciale et l'équipe reste à votre disposition dans l'intervalle. Un grand merci à tous, passez une très très bonne fin de journée et à bientôt.